Bienvenue dans le débat sur France 24, 15e jour de guerre en Ukraine. Après l'interdiction de l'importation du pétrole et du gaz russe par les États-Unis, les Européens sont réunis à Versailles pour préciser justement des pistes afin de limiter la dépendance à l'égard du gaz, du pétrole et du charbon russe. Bruxelles estime que l'Union européenne pourrait, dès l'année prochaine, se passer de l'équivalent de 2/3 de ses actuelles importations de gaz russe. Ça sera difficile, mais c'est possible avec du courage et de la ténacité, a lancé Frans Timmermans, le vice-président exécutif de la Commission. Alors, quelles sont justement ces pistes européennes pour sortir de la dépendance à l'égard du gaz, du pétrole et du charbon russe? Quelles sont les alternatives? Quel impact finalement sur la facture des consommateurs? Les Européens vont-ils s'entendre? On en parle ce soir avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Geneviève Pons. Bonsoir. Vous êtes directrice générale et vice-présidente du think tank Europe, Jacques Delors. En face de vous, Éric Chanet. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue également à vous, conseiller économique de l'Institut Montaigne. Avec nous également Michel Lepetit, bonsoir, vice-président du Shift Project. Et puis en face de vous, Pierre Terzian, bonsoir et bienvenue, PDG de Petro Stratégie. Alors avant de démarrer cette discussion, on va faire juste un petit point. L'Europe est dépendante effectivement du gaz et du pétrole russe dans son mix énergétique, mais bien sûr cela varie beaucoup en fonction des pays. 22% de l'énergie européenne est issue d'hydrocarbures et 40% du gaz consommé en Europe provient de Russie. L'Allemagne est un pays beaucoup plus dépendant du gaz russe que la France, par exemple. La République tchèque ou encore les pays baltes sont également les plus dépendants. Alors on va revenir d'abord en images sur cette dépendance de l'Allemagne avec notre correspondante en Allemagne, justement Anne Maillet. Vous avez regardé son reportage, il a été tourné dans la région de Brandebourg où 100% du gaz là-bas provient de Russie. Cette usine de Wetschau dans la région du Brandebourg est particulièrement énergivore. Ici, on fabrique des dalles en céramique et la principale source d'énergie, c'est le gaz. On consomme chaque année entre 12 et 13 millions de mètres cubes de gaz. Un gaz dont le prix n'a cessé d'augmenter. Le mégawattheure est passé de 15 € début 2021 à 350 € cette semaine à cause de la guerre en Ukraine. Chaque jour, le PDG a les yeux rivés sur le cours de la bourse. Les prix qu'on a en ce moment, c'est du jamais vu. Ici, 100% du gaz utilisé provient de Russie. Un arrêt des importations serait donc fatal. Il est possible, et je le comprendrai tout à fait d'ailleurs, qu'on impose des sanctions sur le gaz et qu'on ne puisse donc plus s'approvisionner. Mais pour nous, ce serait évidemment un risque énorme, car si l'Allemagne doit rationner le gaz qu'il nous reste, ce ne sera certainement pas pour le donner à la production de carrelage. Plus de la moitié des besoins allemands en gaz proviennent de Russie, une dépendance dont le gouvernement et les entreprises se mordent désormais les doigts. Alors en Allemagne et dans cette région carbonifère en particulier, l'industrie milite pour une refonte urgente de la stratégie énergétique allemande. On a décidé de sortir de l'atome et du charbon, mais le moment est venu de reconsidérer ces décisions et de se demander si elles ne mettent pas en danger l'économie allemande et ses besoins énergétiques. Surtout qu'on voit bien ces jours-ci à quel point nous sommes dépendants. L'Allemagne va-t-elle ralentir sa transition énergétique pour gagner une marge de manœuvre face aux importations d'hydrocarbures russes ? La fermeture des 3 dernières centrales nucléaires programmées pour la fin de l'année fait à nouveau débat. Mais à Berlin, les militants contre l'atome campent sur leur position. Ce serait complètement absurde. Je pense qu'on devrait justement mettre toute notre énergie dans le solaire et les éoliennes, et pas le nucléaire et pas le gaz. Pour l'heure, les écologistes au sein du gouvernement allemand ont écarté un prolongement de la durée de vie des centrales nucléaires. Mais face au prix de l'énergie, la moitié des Allemands y seraient à nouveau favorables. Geneviève Pons, on voit bien que ça va être difficile pour les 27 de se mettre d'accord à ce sommet de Versailles. Est-ce que les Allemands vont vraiment accepter de mettre en place un embargo alors qu'on voit leur dépendance à l'égard du gaz russe? Je crois qu'il n'est pas question d'embargo maintenant. Ce qui a été mis sur la table par la Commission européenne n'est pas un embargo, c'est une diminution progressive de 2/3 des importations de combustibles russes, que ce soit le gaz, le pétrole, le charbon. Mais ce qu'il faut voir, c'est, si je comprends bien ce que Clément Beaune a rappelé aujourd'hui, c'est que nous finançons l'effort de guerre russe à travers ce que nous importons. C'est-à-dire que nous leur donnons 700 millions d'euros par jour va en Russie
pour le prix des importations de gaz, de pétrole et de charbon. Donc il faut diminuer aussi vite que possible et c'est une opportunité à saisir pour plus d'efficacité énergétique et pour aller plus rapidement vers les renouvelables. Mais réaliste, vous pensez à 27 en un week-end de trouver un accord aussi ambitieux que celui-là, parce que 2/3, c'est beaucoup. Franchement, je ne ferai pas de pronostic. Je ne pense pas que... ça ne sera certainement pas facile, parce que vous l'avez très très bien illustré vous-même. Nous avons un taux de dépendance au gaz russe, par exemple, de 40% globalement, mais ce taux de dépendance varie entre 0 d'ailleurs, entre 0 et 100, mais notamment, si vous prenez la France et l'Allemagne, entre 20 et 50%. Donc nous avons fait des choix très différents, les Allemands et les Français. Les Allemands ont essayé de sortir à la fois en même temps du charbon et du nucléaire, ce qui d'ailleurs a retardé de beaucoup leur sortie du charbon et fait qu'ils ont un taux d'émission de dioxyde de carbone très élevé en Europe. Et ils pourraient rouvrir les centrales, peut-être. En tout cas, ce n'est pas totalement exclu. Du point de vue de la transition énergétique, si notre objectif principal est d'émettre moins de dioxyde de carbone, mieux vaut ne pas fermer les centrales nucléaires que rouvrir des centrales à charbon. Éric Chenet, est-ce que ça veut dire que ça va être beaucoup plus cher pour les consommateurs allemands, français, européens, d'une manière générale, en tout cas pour se chauffer l'année prochaine ? Oui, inévitablement. Et puis c'est déjà beaucoup plus cher, par exemple, pour l'essence. Le prix du pétrole, lui, il est mondial. Donc la Russie exportant beaucoup moins de pétrole, il augmente partout, d'ailleurs aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Pour le gaz, c'est bien pire, parce que le marché est local. Le prix n'est pas le même aux États-Unis et en Europe. Le prix du gaz a littéralement explosé, pour les raisons qui ont été expliquées, notre dépendance vis-à-vis du gaz russe. Et donc il est inévitable que les prix augmentent. Mais vous remarquerez que les prix fluctuent beaucoup. Le prix du pétrole a baissé alors qu'il était monté à $130 par baril. Il est redescendu à 110, selon les anticipations des marchés sur la conjoncture économique aussi. C'est-à-dire que plus les sanctions contre la Russie entraînent un ralentissement de l'économie mondiale, qui est inévitable, plus ça compense d'une certaine manière la hausse de prix, puisqu'il y aura moins de demande pour le pétrole. Pierre Terzan, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Éric Chenet ? Tout cela se passe effectivement sur fond d'explosion, enfin en tout cas de flambée du prix du pétrole. Bruno Le Maire a même parlé d'un choc pétrolier proche de 1973. Si ça dure, oui. Mais pour le moment, on ne peut pas comparer les deux événements. Non, vous n'êtes pas d'accord avec ce que dit le ministre des Finances quand il dit ça ? J'ai dit que si ça durait, ce serait le cas. D'accord. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Trop tôt pour le dire. C'est un choc brutal, mais je ne sais pas combien de temps ça va durer. Parce qu'en 73-74, lorsque les prix ont augmenté, c'était pour toujours, en quelque sorte, n'est-ce pas ? Et là, ça peut retomber. D'ailleurs, le prix du pétrole est retombé hier encore. Donc, on ne sait pas de ce côté-là. Ce qu'on sait, c'est la chose suivante. Premièrement, il y a de très grandes ambitions de la part de l'Union européenne. Je ne sais pas si à Versailles, le document de la Commission européenne sera adopté tel quel. Je n'en sais rien. On verra. Mais ce document, je l'ai lu, je pense que d'autres l'ont lu aussi, il a été préparé dans la précipitation, tellement à la hâte que parfois on parle de combustibles fossiles, parfois on parle de gaz, et on est un petit peu perdu. Alors ce que j'en ai retenu, c'est quand même un objectif extraordinaire, trouver 100 milliards de mètres cubes de gaz d'ici la fin de 2022. C'est ça, de cette année. En 7 mois et quelques jours. Ça me paraît absolument impossible. Ça veut dire diversifier les fournisseurs. À partir de là, je me dis, il ne faut pas s'accrocher aux chiffres, il faut s'accrocher au message. Le message, c'est un message politique adressé à la Russie. Écoutez, vous êtes allé trop loin. Là, nous, on va vraiment mettre le cap sur notre indépendance par rapport à vous. Et donc, c'est un message politique, puisque actuellement, nous avons des négociations qui ont lieu. Pierre Terzan, pas réaliste de les trouver ? Ce n'est pas faisable. Ce n'est même pas faisable. Si vous prenez, vous savez, sur les 100 milliards dont on parle, il y a 3 blocs. Il y a 40 milliards 60 milliards de gaz proprement dit, 20 milliards qu'il faut économiser en réduisant le radiateur, et puis le reste. Alors c'est un mélange de plusieurs choses qui peuvent ne jamais avoir lieu.
C'est un document, encore une fois, qui a été préparé dans la précipitation et je ne suis pas sûr que les objectifs chiffrés puissent être tenus d'ici 2022. Michel Lepetit, est-ce que vous êtes d'accord, vous qui êtes une sorte de spécialiste d'ailleurs de la transition énergétique au Shift Project, cet objectif de justement réduire de 2/3 la dépendance à l'égard de la Russie avant la fin de l'année? Ça vient d'être dit, hein, l'énergie, ce n'est pas une matière première, c'est une matière première. Vous n'avez plus d'énergie, il n'y a plus rien. Donc se passer de montants pareils, c'est juste vertigineux. Donc effectivement, je considère que ça a été fait un peu vite. Il y a un discours, il y a un narratif, comme on dit. La réalité est tout autre. Et d'ailleurs, l'Allemagne s'opposera fermement à toute mesure. C'est clair, on ne peut pas arrêter l'économie allemande, créer une récession qui ferait moins 15%, moins 20%. Enfin, les conséquences sociales seraient juste vertigineuses. Ça fait 10 ans que je travaille sur la crise de 73. On voit ce qui s'est passé. Quand c'est dur, c'est dur. On aurait pu espérer que les politiques nous disent « ça va être très dur ». Ça a été un peu dit d'ailleurs par l'Europe. Ça a été un tout petit peu dit parce que c'est politiquement difficile de le dire. De dire, vous dur, allez souffrir, on va souffrir, nous, Européens, pour justement... Je regardais en 60... Par solidarité pour les Ukrainiens. Dans les années 70, on baisse la température d'abord à 19 degrés, d'abord à 20 degrés, puis après on a un deuxième choc, on le baisse à 19 degrés. Les Japonais l'ont baissé tout de suite à 18 degrés. Et là, on vient d'annoncer que l'AIE vient d'annoncer qu'on pourrait peut-être baisser les températures. Oui, on peut les baisser. On peut aussi baisser les vitesses sur la route. Il se trouve qu'en France, on a touché un petit peu à baisser les vitesses sur la route il y a quelques mois, il y a quelques années. Lié à une augmentation des prix de l'énergie, ça a paralysé l'État pendant 1 an. Donc voilà, il faut réfléchir. Est-ce qu'on a un État qui est stratège, qui dit où il faut aller? C'est quoi notre plan? Qu'est-ce qu'on veut faire? On ne raconte pas qu'on va supprimer comme ça... Donc il faudrait commencer en fait par une sobriété énergétique, c'est ce que vous dites, vous. Il faudrait y avoir commencer par baisser le On chauffage. est toujours sur la même histoire. En 2014, quand il y a eu les premiers incidents avec la Russie, l'Europe a fait un stress test gazier. Voilà, pour découvrir soudain qu'il y avait des pays, si on n'avait plus de gaz russe, les pays s'arrêtaient. En 2014. Je ne suis pas sûr qu'on ait tiré beaucoup de conséquences de ces réflexions stratégiques. Éric Channen, donc il faut d'abord baisser le chauffage, pour pouvoir être solidaire aux Ukrainiens, avec les Ukrainiens. Alors, repartons du financement de la guerre. Les principales ressources au jour le jour de la Russie, ce n'est pas le gaz, c'est le pétrole. La Russie exporte beaucoup plus de pétrole que de gaz. Et donc, il faut d'abord se poser la question, est-ce qu'on peut se passer du pétrole russe? M. Terzian est un excellent spécialiste du pétrole. J'ai regardé quand même un petit peu de mon côté, les Américains ont regardé, les Européens aussi. Oui, nous, Européens, on peut arriver à se passer du pétrole russe. Donc on est moins dépendant du pétrole que du gaz. Ce n'est pas une question seulement de dépendance, c'est de savoir s'il y a des marges de production ailleurs. Mais il y en a. Il y en a dans le Golfe arabo-persique, que ce soit l'Arabie saoudite, que ce soit les Émirats, que ce soit le Koweït. Il faut un peu convaincre l'Arabie saoudite, mais je pense qu'elle y viendra. Il est possible que les négociations avec le Venezuela aboutissent. Et donc, les Européens ont des négociations avec le Venezuela, parce qu'il me semblait que c'était les États-Unis. Mais ce n'est pas tellement la question, puisque le prix du pétrole est le même partout. Sauf pour le pétrole russe, qui maintenant se vend à une décote. Donc si on arrive à combler le déficit des exportations russes de pétrole vers l'Europe par plus de production ailleurs, l'impact sur le prix sera relativement limité. On n'échappera pas, nous y sommes déjà, à une forte augmentation du prix, mais pour le pétrole, c'est soluble. Deuxièmement, tous les pays ne sont pas obligés de faire la même chose, puisque nous ne sommes pas tous aussi dépendants vis-à-vis du pétrole russe. Pour certains pays de l'Union européenne, c'est quasiment impossible de s'en passer. Alors pourquoi faudrait-il que la décision à 27 soit la même pour chacun ? J'espère qu'on trouvera un accord sur le pétrole. Pour le gaz, c'est plus difficile pour toutes les raisons qui ont été avancées, mais qu'on trouvera un accord dans lequel les efforts soient à la mesure des possibilités de chaque pays. Je crois que c'est possible. Geneviève Ponce, la boîte à outils européenne proposée, il y a plusieurs choses. Est-ce qu'effectivement il faut diversifier les fournisseurs? Est-ce qu'il faut faire jouer la solidarité européenne, peut-être dans un pot commun de financement? Comment on va faire? Bon, alors les deux choses que vous dites, oui, bien sûr, il faut le faire. Il faut diversifier les fournisseurs. Alors pour le gaz, ça me paraît plus compliqué que pour le pétrole. C'est plus compliqué pour le gaz parce que c'est beaucoup plus compliqué parce que l'alternative est notamment le gaz liquéfié. Et faire venir du gaz liquéfié, ça vient de loin souvent. Alors États-Unis, pour citer quelques pays. Oui, vous avez le Qatar aussi. Le Qatar. Vous avez le Qatar, c'est notamment le Qatar, je dirais, hein, mais ça veut dire qu'il faut d'abord le transformer, il faut le liquéfier, c'est déjà assez émetteur d'énergie, puis il faut le transporter, et puis il faut le stocker, et puis il faut... Enfin, c'est compliqué, c'est coûteux, ça émet du dioxyde de carbone, donc c'est vraiment pas facile de substituer le gaz, de substituer au gaz russe d'autres gaz.
Donc, substitution doit en faire partie. Solidarité doit en faire partie. Comme vous l'avez dit, je dirige l'Institut Jacques Delors de Bruxelles, il s'appelle Europe Jacques Delors. Notre père commun, c'est Jacques Delors, et c'est vraiment un maître mot, la solidarité. Mais vous avez aussi, après, vous avez vraiment toutes ces mesures d'économie d'énergie qui ont été citées d'ailleurs par tous, baisser la température, aller moins vite sur l'autoroute, ne pas prendre sa voiture pour faire 2 kilomètres. Vous avez toute une série de Donc choses. ça veut dire les différents États, les 27, vont devoir dire à leur population, bon maintenant vous allez effectivement limiter la vitesse en voiture, vous allez effectivement baisser le chauffage comme on a pu faire dans les années 70 à 19 degrés. Il va falloir rendre obligatoire ces mesures. Non, mais surtout, c'est une question de communication. Je crois que les gens sont tous très sensibles à ce qui se passe en Ukraine. Moi, j'ai vu, lors d'un défilé Place de la République, une pancarte que j'ai trouvée lumineuse, « Gaz égale esclavage ». Donc je crois que les gens comprennent à quel point c'est important de se passer de cette dépendance vis-à-vis de la Russie aussi vite que possible. Et vous avez enfin l'accélération, une forte accélération de la transition vers les renouvelables. Énergétique. Mais alors justement, cette transition énergétique, Michel Le Petit, vous qui travaillez là-dessus depuis des années, vous le dites, ça ne se fait pas en 3 mois, en 6 mois. Non, même 1 an, c'est très court. Pour revenir un mot sur le gaz, quand même, le gaz, c'est des infrastructures très très lourdes. On peut faire du GNL, on peut faire du gaz liquéfié, mais quand on voit, ça a été dit par Pouyanné, le patron de Total, pour faire ça, pour mettre ça en place, c'est des investissements vertigineux, et ça ne se fera pas en claquement de doigts. On ne va pas avoir du gaz comme ça. Alors, parlons de Total, pardon, je vous interromps. Eux ont conservé, Total Énergie a conservé ses activités en Russie. Pour l'instant, il est le seul groupe pétrolier, me semble-t-il, à avoir conservé ses activités en Russie. Pourquoi ? Non, c'est pas non, enfin, en tout cas, Exxon a stoppé ses activités et également BP. Et les Japonais ont maintenu, les Japonais, oui, mais je les Allemands ont des Européens. Pourquoi ? Le gouvernement français a donné des... On a le sentiment que la présidence de la République essaie de garder le contact, et c'est normal, avec la Russie, dans des situations très très dures. Donc il a donné des instructions. On va voir ce que l'avenir va être. Mais c'est compliqué. Des situations comme ça, c'est aussi de savoir comment on va sortir de cette guerre. C'est quand même un sujet. C'est quoi l'aboutissement de cette guerre qui a l'air de durer beaucoup plus longtemps que ce qui était anticipé. Donc on peut comprendre que le gouvernement français fasse en sorte qu'on garde une situation de dialogue avec la Russie, quelle que soit la situation. Ça veut dire que Total Énergie reste en Russie. Il n'y a pas que Total, il y a d'autres entreprises. Oui, mais en particulier pour l'énergie. Alors c'est vrai que c'est très bizarre, parce que je reviens sur le propos sur le pétrole. Nous, au Shift, on a fait une étude, c'était il y a 1 an, qu'on a présentée à l'école de guerre il y a quelques temps sur l'approvisionnement pétrolier de l'Europe. On ne l'a pas fait parce qu'on avait anticipé la guerre en Ukraine. On l'a fait parce qu'on avait une crainte qui commençait à se manifester sur l'approvisionnement pétrolier dans le monde en général et en Europe en particulier. Les prix ont commencé à monter dans l'énergie bien avant la guerre en Ukraine. Ce n'est pas la guerre en Ukraine qui a créé cette crise du prix de l'énergie. Je dirais que ça s'est exacerbé, mais la crise était déjà là. L'inflation était partout. Et quand on regarde la cause de l'inflation partout dans le monde, il n'y en a pas 3, il n'y en a qu'une, c'était l'énergie. Voilà, donc ce sujet-là, il est majeur, la tension, elle est partout. J'aimerais bien qu'on puisse trouver du pétrole, M. Chenet, j'aimerais bien qu'on en trouve. En France ? Un peu partout, pour l'instant, on n'en trouve pas. Donc alors, il ne faut pas lâcher les énergies fossiles, à vous écouter. Non, c'est pas ça. C'est que si on était raisonnable, on ferait des efforts depuis très longtemps, on n'attendrait pas d'avoir une crise pour se dire, tiens, je vais baisser ma consommation de pétrole. C'est un ridicule, je trouve, achevé quand on est à 1,2 degré et qu'on a un rapport du GIEC qui vient de sortir pour nous dire que la planète est en train de cramer. Oui, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Pierre Terzian, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire justement Michel Le Petit ? Il faut tenir le langage de la vérité. On ne peut pas remplacer la totalité ou même les 2/3 du gaz russe et on ne peut pas remplacer le pétrole russe. On parle de 8 millions de barils par jour d'exportation de pétrole. Donc on continue à financer la guerre, comme a pu le dire. De l'autre côté, vous avez des capacités que l'on peut mobiliser à 100% et qui ne dépassent pas 4 millions de barils par jour. Mais c'est ce qu'importe l'Europe, 4 millions. Oui, mais il n'y a pas que l'Europe, il y a le reste du monde quand même. Mais là, on parle de l'Europe en particulier. Vous ne pouvez pas, à partir de là, on ne peut pas remplacer, ce n'est pas possible. Alors, à supposer que les Saoudiens et les Émirats produisent à 100%, supposons un instant, qu'est-ce qui va se passer ? Il n'y a plus de capacité de secours. Et alors, vous allez voir apparaître sur le marché ce qu'on appelle une prime de risque. Et ce qu'on aura perdu d'un côté sur les prix, on va le retrouver de l'autre côté en prime de risque. Donc, ce n'est pas la peine de tourner autour du pot.
il faut dire la vérité aux gens. La dépendance Donc par dire rapport quoi? au Pardonnez-moi, pétrole, Pierre Terzian, ça veut dire on on va dire aux gens, de toute façon, on ne peut pas s'affranchir de cette dépendance au gaz russe, donc on continue de financer cette guerre, c'est ce que dit. On ne peut pas le faire rapidement. On peut le faire dans la durée, avec des efforts, en investissant, en travaillant. Il y a des solutions. Mais on ne peut pas le faire en 24 heures. Il faut être réaliste. Alors on va écouter Clément Beaune, tout de même le ministre des Affaires européennes français. C'était ce matin chez nos confrères de France Inter. Moi je vous dis très clairement, il faut qu'on sorte du gaz russe. Il faut qu'on se fixe une date et il faut qu'on commence dès cette année. Et ce sera déjà un impact extrêmement fort et un signal, au-delà de l'impact concret sur la Russie, parce qu'on finance en achetant du gaz russe la guerre de Vladimir Poutine, soyons clairs. Donc il n'y a aucun doute, on parlait de pression pour être efficace, qu'il faut réduire très vite cette consommation. Éric Chanet, on finance cette guerre, il le redit, cette guerre justement de Vladimir Poutine. Et là, ce soir, vous me dites, on ne peut rien faire à court terme. Ah non, moi, j'ai pas dit ça. Alors allez-y. Moi, je pense que Clément Beaune a absolument raison et que les 4 millions de barils jour que la Russie nous exporte en pétrole en Europe, on peut s'en passer. Sur le pétrole, si c'est une mesure. Oui, mais c'est ce qui rapporte. Ça rapporte énormément à la Russie. Donc ça, c'est déjà quelque chose de très important. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Lorsque les prix montent, les gens consomment moins. Et ça, c'est la leçon des chocs pétroliers, que ce soit 1973, 1974 et 1979. Il y a une réaction qui n'est pas immédiate, bien entendu, mais la façon dont les économies réagissent à l'augmentation des prix est absolument remarquable. Vous avez aussi les conflits sociaux. Alors, je ne dis pas que les choses se passent facilement, mais lorsqu'on regarde l'histoire, la sensibilité de l'économie française au pétrole a été divisée par 3 depuis 1973. Grâce à quoi ? Mais pas à de bonnes résolutions, grâce à l'augmentation du prix du pétrole. Et donc, sans être cynique, l'augmentation du prix de l'énergie, c'est une bonne nouvelle parce que ça pousse à économiser, ça pousse à être plus efficace dans l'économie. Oui, enfin, lorsque les Français voient la répercussion sur le prix à la pompe, alors, ils sont effectivement bien sûr. Pas satisfaits du tout. Oui, enfin, les prix avaient augmenté beaucoup plus en 1973, puisque c'était 200% d'augmentation. Ici, nous parlons de 70%. Donc nous sommes déjà passés par là. S'il y a des problèmes de répartition du revenu, ça peut être envisagé du point de vue de la politique économique. Mais le signal prix, ça marche extraordinairement bien, il faut le garder. On va écouter justement Vladimir Poutine, je vous fais réagir juste après. C'était aujourd'hui. Nous respectons toutes nos obligations en matière d'approvisionnement énergétique. Le vice-premier ministre Novak en a parlé il y a quelques jours. Tout ce que nous devons fournir, tous les volumes, nous les fournissons à nos principaux consommateurs en Europe et dans d'autres régions du monde. Même le système de transport de gaz en Ukraine est rempli à 100%, conformément à nos contrats. Michel Lepetit, vous vouliez réagir. Alors, Vladimir Poutine dit qu'il ne coupera pas effectivement le robinet du gaz, il garde ses exportations, il les conserve en Europe, à l'Ukraine. Sur la longue durée, je partage pas l'avis de M. Chenet sur l'élasticité prix, la baisse de consommation en fonction du prix. C'est pas ce que l'histoire nous montre sur le pétrole du tout. Ce que nous montre l'histoire, c'est que l'élasticité est très faible. Les gens ont besoin de voitures. Prenons la France. Les gens qui ont leur voiture, vous augmentez le prix de 20%, ça change quasiment rien. Voilà. Donc ça ne baisse pas la consommation du tout. Par contre, c'est les récessions économiques qui fait qu'il y a une baisse de consommation. Et on a connu beaucoup de récessions. Mais non, entre 1973 et maintenant, excusez-moi, oui. On a divisé par 3. Tout à fait, on s'est mis à moins consommer. Ce ne sont pas les récessions qui ont fait le travail. La croissance économique a baissé involontairement. Mais non. Et donc on a vraiment une situation grave, c'est que total. Le signal prix, il fonctionne très très mal sur la demande. Vraiment, c'est épouvantable. Et du côté de l'offre, il envoie le signal d'aller chercher plus de pétrole. Est-ce qu'on veut aller chercher plus de pétrole, plus de gaz en ce moment, alors qu'il faudrait décarboner? C'est quand même un paradoxe terrible. Donc on va avoir une situation assez extraordinaire qu'on va voir dans le tissu économique. Vous savez que c'est un des plus gros investissements dans le monde, c'est l'investissement dans le pétrole et le gaz. On est entre 500 milliards et 800 milliards de dollars tous les ans. Qu'est-ce qui va se passer avec le signal qu'on va envoyer? Est-ce que soudain, l'argent va affluer dans le pétrole et le gaz? Est-ce que c'est ce qu'on veut collectivement? Ça, c'est aussi des questions. Voilà. Est-ce qu'on veut une transition énergétique? Est-ce que c'est justement, est-ce qu'aujourd'hui, il faut accélérer de ce côté-là, Geneviève Ponce? Moi, Alors, il y a ce Green Deal européen dont on parle depuis un certain temps. Oui. Est-ce qu'il va y avoir une accélération de ce côté-là, malgré les difficultés? Parce qu'il y aurait des décisions politiques qui iraient dans ce sens. Bien sûr. Alors là, je ne doute pas que cette orientation d'accélération de la transition énergétique soit prise, parce que vraiment, tout plaide pour ça.
le pétrole, le gaz, le charbon venant de Russie, une grande partie de notre consommation de ces trois combustibles fossiles, ce sont autant de dépendances et c'est autant de financement de la Russie. Donc il faut utiliser cet élément nouveau pour accélérer cette transition énergétique qui est imposée par d'autres raisons. Par exemple, le dernier rapport du GIEC qui vient d'être cité sur l'adaptation et qui montre qu'il y a vraiment urgence à agir, qu'on est déjà à une augmentation de 1,2 degré. Donc il faut accélérer, et je pense que l'accélération de la transition énergétique vers les renouvelables, ça sera consensuel. Donc et renouvelable. Il y a des projets qui permettent de le faire. Donc type vers de hydrogène. Décarboné quand même, c'est ça qui est C'est important. bien, c'est exactement ce que je veux dire, de l'énergie décarbonée. La transition énergétique est égale, pour la plupart des gens, j'ignorais qu'il pouvait y avoir un doute, est égale à la marche vers des énergies décarbonées. Alors, énergie décarbonée, par exemple, est-ce qu'on parle du biométhane? J'ai vu que ça c'était un peu sur la table. Est-ce qu'on parle de l'hydrogène? Je ne commencerai pas, moi personnellement, je ne commencerai pas par le biométhane, je ne commencerai pas par l'hydrogène. En revanche, il y a des façons d'agir. Par exemple, si vous prenez, on va être très très pragmatique. Actuellement, vous possédez une maison. Les travaux d'isolation thermique que vous allez faire ou l'installation d'une pompe à chaleur, compte tenu de la hausse des prix des combustibles fossiles, ces investissements sont rentables, ils sont profitables. Et ça peut faire une très très grosse différence dans non seulement la facture énergétique, mais dans la composition de cette facture énergétique qui peut être beaucoup plus décarbonée. Donc ça, c'est une chose. Puis vous avez... Il faut accélérer tout ça. Il faut accélérer tout ça, il faut identifier les projets qui sont mûrs. Vous avez des projets de solaire, vous avez des projets d'éolien qui sont mûrs, qui sont dans le pipeline, qui parfois sont bloqués parce que vous avez des réticences de la population. Mais ces réticences de la population, face à la gravité de la crise russo-ukrainienne, franchement, elle devrait être un petit peu moins forte. Donc il faut construire plus d'éoliennes, des éoliennes terrestres, des éoliennes... Il faut y aller, il faut vraiment y aller. Il faut comprendre qu'on a deux crises majeures. On a la crise climatique qui est en marche à grande vitesse. On a désormais à nos portes la guerre. Ce sont deux énormes raisons pour agir vite et pour accélérer. Michel Lepetit, c'est un moment pour accélérer. Est-ce que c'est possible ? En tout cas, je reviens sur mon état stratège. Il faut un état stratège qui se projette loin et qui voit loin. Et j'ai peur qu'en l'espace de 30 ou 40 ans, on a perdu totalement cette faculté de voir loin et de se projeter loin. Et quand on regarde l'avenir, alors ? On a créé un plan en France. Alors, je crois qu'ils sont 6 000 personnes. Ah non, je me trompe, ils sont 6 personnes pour faire le plan en France. Voilà. Donc, on a créé un plan en France ridicule. Il y a une grande époque, on avait un plan. On avait un plan d'ailleurs, c'est le plan qui en 73 fait qu'on appuie sur le bouton et on développe le nucléaire de façon vertigineuse parce qu'il avait été préparé. Parce qu'on avait anticipé qu'il y avait un sujet de souveraineté. Alors là, il y a le plan 2030, qui inclut d'ailleurs un développement nucléaire. J'ai entendu que la République, dans un discours qui dure, 10 minutes, fait une phrase pour annoncer qu'on lance le nucléaire, donc un des événements les plus importants qu'on a eu dans l'histoire depuis maintenant 10 ans en France. On nous annonce qu'enfin on relance le nucléaire, sauf qu'on le relance tellement tard que de toute façon, par rapport au délai que vous évoquiez, il ne se passera rien. Enfin, le nucléaire, c'est une affaire de 50 ans. Voilà, c'est des projets très, très lourds. L'énergie, c'est très, très lourd. L'énergie, son horizon de temps, ce n'est pas 3 ans, ce n'est pas 5 ans, c'est plutôt 20 ans ou 50 ans. Donc, il faut avoir un État qui voit un peu loin. Donc, Éric Chanet, ça veut dire qu'effectivement, si Vladimir Poutine décide de couper le gaz, donc là, en l'occurrence, il le maintient, demain, les Européens souffriront plus que les Russes ? Ah non, les Russes, il faut là vraiment ramener les choses à leur juste proportion. La catastrophe économique, elle est déjà en train de se produire en Russie, elle est massive, ce sera une baisse du PIB de 10 à 20%, la population russe s'appauvrit de jour en jour, ils ne peuvent plus rien acheter à l'étranger, donc la catastrophe c'est en Russie. C'est vrai que la Russie peut couper le gaz, mais si la Russie coupe le gaz, elle se coupe des dernières rentrées en devises dont elle bénéficie. Donc cette menace sur le gaz, comme la plupart des choses que raconte l'individu que vous voyez sur votre écran, M. Poutine, c'est simplement des mensonges. Donc ne croyons pas à ce genre de menaces. Et sur les renouvelables ? Alors je reviens à la question tout de même de l'effet prix. Nous avons un désaccord là-dessus. La consommation de pétrole par unité de PIB a été divisée par 3. Oui, ça vous l'avez dit. Et ça vient du prix. Et donc, dans les politiques de transition énergétique,
la variable prix doit être absolument centrale. Et la variable prix, ce n'est pas le prix du pétrole, ce n'est pas le prix du charbon, c'est le prix du carbone. Et il n'y a que l'Europe dans le monde qui a pris des mesures avec ses systèmes de trading du carbone pour qu'on puisse réduire nos émissions de carbone en se servant du prix. Et donc, il faut accélérer le processus. La Commission européenne a un projet qui est excellent, qui s'appelle le mécanisme d'échange numéro 2, qui va s'étendre à d'autres domaines pour arriver à une baisse de 55%. C'est une condition pour justement faire en sorte qu'on ait une économie décarbonée. Alors, c'est vrai que ceci ne résoudra absolument pas nos problèmes à l'échéance de la fin 2022. Et si cette affaire ukrainienne n'est pas terminée, l'hiver prochain sera très dur. Pierre Terzian, vous êtes d'accord? Donc l'hiver prochain sera très dur, en particulier pour les Allemands, si je comprends bien, pour les Tchèques, il faut travailler dans le temps. Il faut accélérer les renouvelables tout en sachant que ça demande du temps. L'énergie, comme cela a été dit, ça demande du temps. Et en même temps, il faut diversifier rapidement nos sources de gaz et de pétrole. Et ça existe. Par exemple, si vous prenez l'Europe, à 2 pas de nos côtes, en Algérie, il y a des réserves de gaz énormes qui ne demandent qu'à être développées. Donc déjà, l'avantage du gaz algérien, c'est qu'on peut l'importer sans passer par un pays de transit. Et ça demande un peu de temps et d'effort. En Libye, il y a du gaz. Vous avez du gaz dans d'autres pays. Mais il faut diversifier, il faut travailler. Ne pas dépendre, comme on l'est actuellement, à tel point d'un seul pays, d'une seule source, la Russie. Ça, c'est vraiment... La France avait diversifié. La France importe du gaz algérien. Oui. La France, oui, mais d'autres pays. La Belgique aussi est très diversifiée. La Belgique dépend du gaz russe pour 2% à peine de sa consommation. L'Allemagne dépend fortement. La Slovaquie, la République tchèque, la Hongrie, la liste est longue des pays qui... Pourquoi ? C'est pas nécessairement un choix agréable pour eux. C'est une sorte de nécessité héritée du passé. C'est très difficile de changer les infrastructures. C'est très difficile de mettre des pipes, de développer des usines qui liquéfient le gaz et l'exportent. Ça demande 7 ans, 8 ans, 10 ans. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Donc il faut marcher sur ces 2 pieds. Accélérer les renouvelables et diversifier les sources d'approvisionnement, à la fois en pétrole et en gaz, sachant que l'essentiel, ça se passe sur les renouvelables. C'est là l'essentiel. Michel Lepetit, qu'est-ce qu'on peut faire rapidement sur les renouvelables? Rien. Il faut en faire plus. Il faut diversifier. On ne peut pas être que nucléaire. Mais c'est sûr que la force de la France, la grandeur de la France, c'est d'avoir cette autonomie, d'être un des pays les plus décarbonés qui soit en Europe. Enfin, on a un exemple pour la planète quasiment. Donc restons-le, soyons volontaristes. Je pense que le plan nucléaire, relancer une filière nucléaire en France, nous, on s'est rallié au scénario de RTE qui ont été publiés, qui est un scénario qui évoque cette contrainte des compétences et de la filière. La filière est plus ce qu'elle était. Donc il va falloir renforcer, mais massivement, la filière pour être capable d'avoir un plan nucléaire. À l'époque, là, dans les années 70-80, on est capable de lancer 6 tranches par an. Là, dans le projet qu'on nous évoque, quand on lancera une tranche par an, on sera content. Si on est en économie de guerre, on pourrait faire plus que ça. Mais est-ce qu'on est presque... On n'est pas en économie de guerre, que je sache. Pour l'instant, le pays est encore en paix. Donc il faut être très, très volontariste. Il faut aller le plus loin possible en ayant en tête quand même que cet enjeu de décarbonation, il est vital. Donc le plan de décarbonation, ce que je crains, fort de l'expérience des années 70, c'est que l'environnement et le carbone passent à la trappe. On en voit déjà les premiers symptômes. Je sens qu'on va remettre du charbon partout. On va remettre du pétrole. On va remettre du gaz. Vous êtes très pessimiste, là. Surtout que le charbon... C'est déjà annoncé. C'est déjà annoncé. On pouvait espérer que les Allemands allaient se dire, tiens, finalement, on a encore des centrales nucléaires, allons-y. J'ai cru comprendre que le gouvernement allemand avait fait une croix là-dessus. Bon. Oui, mais les Allemands ont tout un plan, justement, avec la nouvelle coalition. Écoutez, ça a été dit par ma voisine, les Allemands n'ont pas brillé depuis maintenant 25 ans sur le sujet carbone, c'est le moins qu'on puisse dire. Les chiffres sont épouvantables. Donc on peut dire tout ce qu'on veut de l'Allemagne, ils sont très très gentils, mais c'est un peu comme la Chine. La Chine, c'est du charbon, du charbon, du charbon. L'Allemagne, c'est du charbon et du gaz. Geneviève Pons, vous êtes d'accord? Non, enfin moi je serais moins, disons que je serais moins négative. Et surtout, l'Allemagne est capable de changer. L'Allemagne a changé au moins 3 fois dans ces 10 dernières années. Oui, parce qu'il faut expliquer que ça fait 20 ans en fait, qu'elle a construit cette dépendance à l'égard du gaz russe. Enfin, en tout cas, ça fait longtemps. Ils se sont rapprochés des Russes. Oui, cette décision qui était tout à fait ingérable de sortir à la fois du charbon et du nucléaire. Donc ça, c'est quelque chose qui vraiment pèse sur les épaules de l'Allemagne. Elle a eu beau financer disons, les renouvelables de façon massive, elle n'est pas arrivée à décarboner son économie. Et j'espère, moi aussi, que dans ce choix qu'elle devra faire
entre ne pas fermer des centrales nucléaires et recourir à nouveau au charbon, j'espère qu'elle fera le premier choix. Ça sera un sacré virage à 180 degrés. Mais ceci dit, l'Allemagne, oui, justement. Alors c'est ça que je voulais vous dire. Parce que la décision d'Angela Merkel, c'était il y a combien d'années? Vous avez écouté Monsieur Scholz sur les questions de défense et d'armement. Ouais. Il a décidé de doubler ce que l'Allemagne consacrait à sa défense. Il a changé un logiciel qui était implanté dans l'esprit allemand depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc vous voyez que l'Allemagne est capable de changer radicalement. Ce changement radical, il avait été opéré aussi un peu plus tôt sur la question de l'endettement commun européen à l'occasion de la crise sanitaire. Et nous avions eu aussi, en 2012, une évolution sur les questions financières avec la possibilité de monétiser la dette en euros. Donc 2012, 2020, 2022, 3 grandes mutations allemandes qui sont autant de mutations européennes. Alors pourquoi pas sur la décarbonation? Éric Chesnais. Oui, moi, je suis vraiment totalement d'accord avec M. Le Petit sur la question du nucléaire, mais ce n'est pas une solution à court terme. Alors il y a des choses quand même assez choquantes. Il y a une banque qui s'appelle la Banque européenne d'investissement. Et la Banque européenne d'investissement, par la voix de son président, dit « Nous n'avons jamais financé de centrales nucléaires, on ne va pas commencer maintenant ». Alors, lorsqu'on a un tel défi, à la fois pour la décarbonation de l'économie, c'est absolument impératif, je voudrais insister là-dessus, parce que l'Europe a un rôle leader dans le monde. Et si l'Europe parvient à établir un droit à la frontière sur le carbone, son influence s'étendra en convainquant nos partenaires commerciaux de s'avancer dans cette direction-là. Donc l'Europe a un rôle historique. Donc, pour cette raison-là, pour réduire notre dépendance à la Russie, eh bien, il faut accepter de financer des infrastructures décarbonées. Les renouvelables, eh bien, quand il y a un anticyclone sur l'Europe, je suis désolé, la nuit, il n'y a plus d'électricité. Donc si on n'a pas l'électricité de base, c'est l'électricité nucléaire qui devra faire le travail. Et j'observe que partout dans le monde, au Japon, en Corée, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Finlande, les pays commencent à comprendre que oui, ça fait partie des solutions. Ça ne peut pas être que nucléaire. On a un peu oublié Fukushima, c'est un peu ce que ça veut dire aussi, parce qu'à l'époque, c'était totalement inverse, la tendance. N'oublions pas Fukushima. Fukushima a fait beaucoup moins de morts, en a fait même très peu, que les centrales au charbon que les Chinois ouvrent tous les jours. Soit dit en passant, les Chinois font un gros effort sur le nucléaire aussi. Oui. Il ne faut ne pas l'oublier. Pierre Terzian, justement, est-ce que ces renouvelables ont un voix au chapitre, si je puis dire? Écoutez, c'est inévitable. On n'a pas le choix. Il faut y aller de manière plus rapide encore qu'avant, sachant que, comme ça l'a été dit, c'est quand même aléatoire. Il y a le jour et la nuit, donc le solaire, il faut en tenir compte. Il y a des jours où il y en a de vent, d'autres on n'en a pas, et ainsi de suite. Donc il faut avoir des substituts de temps en temps. Le gaz, il est parfait pour cela, sauf que nous dépendons des Russes. Donc il faut diversifier. Le nucléaire, il est bon aussi. Mais rien ne remplacera l'économie d'énergie. Les efforts que nous ferons, chacun de nous peut faire pour consommer moins de pétrole, moins de gaz, moins d'électricité. Il va falloir justement convaincre les opinions publiques. Un mot, Geneviève Ponce, avant de terminer cette émission. Est-ce qu'il faut accélérer l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne? Alors, je crois qu'il faut avoir, comment dire, une connaissance de 2 obstacles au moins. Premièrement, il y a déjà 5 pays qui sont dans un processus d'adhésion. Vous avez la Turquie depuis très longtemps. Et vous là, avez il y a une sorte d'arrêt. Vous avez 4 États des Balkans aussi, des Balkans de l'Ouest qui sont dans ce processus, qui est un processus très long. Deuxièmement, c'est un processus en 2 étapes. Vous avez une première étape où l'on accepte la candidature et une deuxième étape qui peut durer très longtemps de négociation. Je ne pense pas que nous soyons même maintenant à la première étape. Nous sommes dans une étape où il faut donner des signes de reconnaissance, des signes d'ouverture, des signes d'association. En réalité, c'est ça. Il faut renforcer les liens d'association. On a cité Erasmus, on a cité l'aide financière, on a cité l'aide humanitaire, etc. C'est ce que voulait dire justement la présidente de la Commission lorsqu'elle a parlé d'accélération de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. C'était juste alors, je ne sais pas ce qu'elle a voulu dire. Je ne sais pas ce qu'elle a voulu dire, mais cette chose-là sera très longue. Et je crois qu'il faut commencer par des choses qui sont très concrètes,
que l'on peut faire tout de suite et qui sont des signes d'appartenance, des signes d'adoption par l'Union européenne, qui sont ces signes de coopération. Il nous reste 2 minutes pour faire une petite conclusion. Est-ce que les Européens vont s'entendre ? Écoutez, moi je le souhaite. On a tous dit qu'ils partent de positions très différentes, mais il y a une nécessité impérieuse. Éric Chenet. Oui, moi j'en suis convaincu, parce que la menace est là. Il faudra juste un peu de souplesse pour se mettre d'accord, mais je pense qu'on y arrivera. Pierre Terzian. Je pense qu'ils s'entendront sur un objectif stratégique, sur les principes, mais chaque pays a sa condition, ses situations, et donc ils en tiendront compte forcément, parce qu'ils n'ont pas le choix. Donc on va abaisser les objectifs, Michel Lepetit. Ils vont trouver un Non, je voudrais accord. rebondir sur ce qu'a dit M. Terzian. Je pense qu'on a un sujet de souveraineté. L'énergie, c'est tellement vital, tellement crucial, tellement central, que tous les pays ont leur stratégie énergétique et ne le partagent pas. Et donc, pas d'accord, vous dites, vous ? Je dis que ça serait peut-être l'occasion, peut-être cet événement-là pourrait faire qu'il se passe un miracle et qu'on décide enfin d'avoir une politique énergétique européenne. Mais bon. Un miracle à Versailles, peut-être, alors. Merci beaucoup, Michel Lepetit. Merci, Pierre Terzian. Merci à vous, Éric Chenet. Merci, Geneviève Ponce. Et puis, merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez avec nous.